Le journal de 6 heures présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Toute la nuit, les pompiers ont lutté contre les flammes dans les Pyrénées-Orientales. Un incendie décrit comme très violent s'est déclenché au milieu de 3 communes touristiques en fin d'après-midi. Saint-André, Argelès-sur-Mer et Sorède. 3000 campeurs ont été évacués et Thibaut Hull, les habitants ont regardé impuissants le brasier tout balayé sur son passage. Oui, des flammes de plusieurs mètres de haut, le bruit des bouteilles de gaz qui explosent, les cendres qui tombent sur les habitations et tout un village, Saint-André, très inquiet devant un incendie dévastateur. De son appartement, Morgane a regardé pendant des heures le balai incessant des avions et des hélicoptères. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 Canadiens en face de moi. On a vu la fumée devant notre appartement qui s'est vite propagée avec le vent. Ça fait un peu peur quand même. Dans les communes aux alentours, les touristes sont très nombreux. Michael est en vacances dans la région. Sur la route, il s'est retrouvé en plein cœur du brasier. C'était assez chaotique. Le feu avait traversé la chaussée. Les pompiers étaient pris entre deux feux. Des arbres effondrés, des poteaux électriques effondrés qui brûlaient, des maisons malheureusement qui semblaient touchées. En tout cas, tous les jardins étaient brûlés, les façades étaient noircies. On était complètement dans la fumée, les gens étaient dehors. Il y a eu énormément d'explosions toutes les 3, 4, 5 minutes. Je sais pas comment faire pour rentrer chez nous parce que du coup, c'est de l'autre côté de l'incendie. On est coupé en deux, mais on va attendre patiemment. Des milliers d'habitants et de campeurs ont donc été mis cette nuit en sécurité, notamment dans des gymnases, en attendant que la situation ne revienne à la normale. Thibaut, pour Europe 1, les occupants des 3 des 4 campings évacués ont pu les regagner cette nuit. Pas de victimes à déplorer pour le moment. 17 pompiers ont tout de même légèrement été blessés. Je vous rappelle également que le Vaucluse et le Var sont en vigilance orange au feu de forêt et 5 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont en alerte orange canicule. À Lisieux, l'autopsie du corps du principal d'un collège n'a pas avancé les enquêteurs hier. Stéphane Vittel, retrouvé mort dans son établissement dans des circonstances suspectes vendredi dernier. Les analyses n'ont donc rien donné. Antoine Bienvaux, aucune conclusion définitive n'est possible. Oui, il faudra encore patienter pour comprendre comment est mort Stéphane Vittel. Les médecins légistes ne peuvent ni confirmer la mort par agression, ni conclure à un décès naturel lié par exemple à une crise cardiaque. C'est un cas particulier qui devrait prendre du temps et nécessiter d'autres examens complémentaires, comme l'explique le professeur Gilles Tournel, chef de service et médecin légiste au CHU de Rouen. On va faire des prélèvements à visée toxicologique en faisant des prélèvements de fluides tels que le sang, le contenu gastrique, les urines, et on a aussi des prélèvements à visée anatomopathologique qui permettent de donner une origine organique au décès par l'examen, donc notamment du cœur, qui permet de déterminer s'il y a une cause cardiaque au décès, examen d'organes tels que les reins, etc., pour déterminer avec précision les causes du décès. Le mystère reste donc entier sur la cause du décès de ce principal, mais ce que l'on sait en revanche, c'est qu'une trace d'effraction a bien été constatée sur l'une des portes secondaires du collège. L'enquête va donc se poursuivre. Le parquet a appelé dès hier soir toute personne qui détiendrait des informations à les communiquer à la police judiciaire de Caen. L'envoyé spécial d'Europe 1 à Lisieux, Antoine Bienvaux. L'enquête sur l'embrasement d'un immeuble d'habitation à Grasse, elle, progresse. La piste d'un incendie volontaire est désormais privilégiée après que des caméras ont permis de repérer une personne quittant l'immeuble juste avant le feu, a annoncé le parquet. Un homme de 47 ans qui a été placé en garde à vue. Le drame a fait 3 morts ce week-end. C'est demain que vous recevrez l'allocation de rentrée scolaire si votre ou vos enfants sont encore dans le primaire ou le secondaire, attribuée sous conditions de ressources. L'ARS s'élève cette année à 398 € pour les enfants de 6 à 10 ans, 420 € de 11 à 14 ans et c'est 61 € pour les adolescents de 15 à 18 ans. C'est précis, effectivement. La rentrée, elle a lieu bien plus tôt pour les sénateurs, puisque des élections ont lieu le 24 septembre prochain. Alors pour ces parlementaires, c'est un été en campagne plus que des vacances à la campagne. Vous n'irez pas, vous, aux urnes pour renouveler cette moitié de la Chambre haute. Le scrutin est au suffrage indirect et concerne les grands électeurs, principalement des conseillers municipaux qu'il faut aller convaincre pour obtenir les 170 sièges en jeu, Arthur Delaborde. Oui, convaincre le moindre conseiller municipal, c'est la clé pour siéger au Palais du Luxembourg. La sénatrice UDI Nathalie Goulet brigue un 3e mandat. Elle a parcouru près de 6000 km depuis début juillet dans son département très rural de l'Orne. Moi, je considère
considère que les élections, c'est comme du contrôle continu pour un examen. Ça devrait être la résultante du travail. Donc évidemment, je vais au contact de chacune des municipalités. Je rencontre les élus et les grands électeurs pour faire un point de la situation. Patrick Kanner, lui aussi, sillonne son département et l'actuel président du groupe socialiste au Sénat a prévu d'accélérer à partir du 28 août. Il sera sur les routes à bord d'un bus à son effigie pour rencontrer les élus locaux 5 jours par semaine. Il est vrai que ce scrutin représente en fait une dynamique différente d'une élection classique, puisqu'il y a une relation individuelle à créer entre le candidat et les grands électeurs. Des grands électeurs qui sont à 95% des conseillers municipaux. Ils voteront le même jour pour les 2 tours du scrutin le 24 septembre prochain. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Vous en avez peut-être fait l'expérience, appeler le SAMU et devoir attendre plus que d'habitude pour que l'on vous réponde. Dans 7 centres d'appel sur 10 en France, les régulateurs sont en grève. Ce sont eux qui décrochent le téléphone et vous orientent. Avec ce nouveau mouvement social, les régulateurs du 15 veulent se faire entendre du nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Il réclame plus de moyens face à la hausse des appels, comme l'explique Brice Giraud. Il est le porte-parole de l'AFRAM, l'Association française des assistants de régulation médicale du SAMU. Les assistants de régulation médicale sont en grève pour plusieurs raisons. Déjà leur nombre qui est clairement insuffisant sur le territoire national. Le ministre Braun estime qu'il nous faut encore 2000 ARM pour pouvoir combler les SAMU. La deuxième chose, c'est la charge de travail qui est très importante sur les SAMU l'été. Vous savez que les cabinets libéraux ferment, les spécialistes aussi. On a des situations qui sont très tendues et l'entrée aussi en vigueur de l'accès régulé des urgences par le SAMU. Dans beaucoup de départements, vous êtes obligé de faire le 15 avant de vous déplacer aux urgences. Créer une surcharge d'appel pour un métier dont on manque énormément de bras. La grève des assistants de régulation médicale est illimitée, donc il n'est pas question d'y mettre fin tant qu'on n'aura pas trouvé des axes d'amélioration pour la profession. Les propos recueillis par Delphine Schiltz pour Europe 1. Europe 1, 6h07, la suite de votre journal. Lionel Gougelot, Victor Pourchet. À l'étranger, une 4e inculpation pour Donald Trump ce matin, cette fois-ci en Géorgie, État où il est encore une fois accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. La procureur en charge de ce dossier dit vouloir un procès dans les 6 mois. Les États-Unis également face au bilan humain des incendies d'Hawaï. 99 morts, c'est déjà le plus lourd aux États-Unis depuis plus d'un siècle. Les autorités annoncent qu'il pourrait doubler, voire tripler cette semaine. Le gouverneur d'Hawaï ajoute que les recherches vont durer encore une dizaine de jours. Les putschistes du Niger vont rappeler leur ambassadeur en Côte d'Ivoire. Riposte diplomatique au propos de son président Alassane Ouattara, coupable selon eux d'apologie du projet d'intervention militaire de la CEDEAO, un projet qui serait illégal et insensé pour les auteurs du coup d'État. Le bloc ouest-africain qui a qualifié de son côté de provocation l'annonce de la junte de vouloir poursuivre pour haute trahison le président renversé Mohamed Bazoum. Et puis cette réunion surprise de la Banque centrale russe aujourd'hui, elle doit avoir lieu pour évoquer le taux directeur, c'est-à-dire le taux d'intérêt fixé pour les prêts qu'elle octroie. Une convocation de son conseil d'administration alors que le cours du rouble poursuit sa chute. Il est au plus bas par rapport à l'euro et au dollar depuis mars 2022. Tout autre chose maintenant à 6h09 sur Europe 1. On va vous proposer d'ouvrir vos chakras. Et de partir explorer les médecines asiatiques grâce à une exposition proposée par le musée Guimet à Paris dont Europe 1 est partenaire. 300 œuvres pour découvrir son histoire. Ses rudiments aussi à cette médecine, ceux de l'ayurvédique, c'est la médecine indienne, l'importance du pouls au Japon également. Et pour commencer, le mieux, c'est encore de suivre la visite guidée de Marie Jiquel. De l'ail pour les problèmes de vue, des serpents séchés pour les maux de gorge et des lézards pour calmer la toux. Ces traitements, insolites pour l'Occident, reposent dans de petits flacons et bocaux venus de Chine et d'Inde, juste après des traités de médecine, des manuels de massage vieux de plusieurs siècles. Thierry Zéphir, commissaire de l'exposition. La bonne santé en Asie se retrouve par une réharmonisation des systèmes de circulation pneumatique et hydraulique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les souffles et les fluides à l'intérieur de notre corps. La santé des hommes est aussi menacée par des esprits maléfiques. Mais pas de panique, il existe des vêtements anti-démons. On présente effectivement des
de très étonnants et amusants costumes d'enfants chinois, des petites mules qui ont l'apparence de petits tigres, des bavoirs avec des animaux un peu particuliers, scorpions, serpents et autres, mais qui sont là pour protéger l'enfant. Et pour demeurer loin des mauvais esprits, l'exposition invite ses visiteurs à méditer dans une alcôve à l'atmosphère paisible, gardée par un Bouddha protecteur. Marie Jiquel pour Europe 1, l'exposition est à voir au musée Guimet jusqu'au 18 septembre. Et puis tous les jours de cette semaine, Europe 1 vous fait voyager. Deuxième épisode de notre série sur les sons des villes du monde grâce à nos correspondants à l'étranger qui vous plongent en immersion dans leur petit coin de la planète. Cap aujourd'hui sur Milan et ses innombrables fontaines adorées par ses habitants et par Antonino Gallofaro. C'est un ruisseau de montagne. Guido m'enlève les mots de la bouche. Il décrit parfaitement ce que j'imagine quand j'entends le son de ces petites fontaines. Au milieu de la jungle urbaine, entendre l'eau qui coule, qui tombe dans un petit bassin à même le sol, m'apaise. Quand je sors de chez moi, la fontaine est l'une des premières choses que j'entends. Puis j'en compte des dizaines en sortant du tram, en marchant dans les petites rues comme dans les grandes avenues et dans les parcs, j'en vois encore plus. Pour moi et pour les Milanais comme Guido ou Giorgio, les entendre, c'est le bonheur. C'est trouver une véritable oasis au miliu du chaos urbain. J'avais soif et j'ai cherché une petite fontaine et c'est en l'entendant que j'ai réussi à l'identifier. C'est le son de la fraîcheur. Et bien maintenant, avec les températures extrêmes, ce son acquiert une autre dimension. Giorgio et Cristina. Ça me rend heureux. Le bruit de l'eau rafraîchit rien qu'en s'approchant de la fontaine. En tout, à Milan, il y a environ 600 petites fontaines qui sont utiles en plus. Pour la ville, c'est une manière efficace, sans gaspillage, de maintenir son réseau de distribution d'eau toujours en mouvement. Antonino Gallofaro, le correspondant à Milan d'Europe 1. Et puis imaginez-vous un homme inconnu, blond, à la longue barbe rousse, son micro, sa guitare au milieu de la forêt. C'est le phénomène des derniers jours aux États-Unis. Il s'appelle Oliver Anthony. Personne ne connaissait celui qui se présente comme un fermier, mais en 5 jours, sa chanson Rich Man North of Richmond cumule plus de 10 millions de vues sur YouTube. Première également dans la catégorie country sur la plateforme Apple Music. Alors les paroles, elles sont extrêmement politiques. Il y crie sa colère contre les élites. Ça plaît aux Américains et comme souvent, leur politique tente de surfer sur le succès. Les partisans de Donald Trump et des démocrates ont chacun en même temps déclaré que cette chanson représentait leur combat. Ah oui, chacun veut le récupérer en quelque sorte. Tout le monde tire la couverture à soi. Bon, en tout cas, ça lui fait une belle pub, comme on dit, Oliver Anthony. C'est bien ça, c'est son nom. Exactement. Merci, c'était le journal de Victor Pourchet. Merci.